Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette 4e leçon de ce cours de la chaire Évolution des génomes et du développement. Un cours, alors maintenant, je pense que vous êtes bien installés dedans. Je pense qu'on a largement parlé des questions importantes. Développement du membre chiridien. On va reparler un tout petit peu du développement du membre ptérygien aujourd'hui, mais avant de vous rappeler les points essentiels de la semaine passée, j'aimerais mentionner une dernière fois voilà, ce colloque qui aura lieu donc mercredi prochain, le 15. Pour celles et ceux d'entre vous qui seraient intéressés d'y assister, c'est bien entendu ouvert à tous. C'est un colloque qui sera en anglais, puisque les spécialistes de ce domaine particulier sont pour la plupart anglophones, vraiment les meilleurs spécialistes, ou en fait francophones travaillant à l'étranger, je devrais dire. C'est un colloque qui concerne une révolution qui est en train de se passer actuellement sur la production, la construction d'embryons mammifères in vitro. Je ne parle pas de fécondation in vitro, je ne vous parle pas de PMA, je vous parle vraiment de la mise en œuvre d'une construction d'un embryon totalement in vitro. C'est évidemment quelque chose qui est extrêmement intéressant d'un point de vue scientifique, qui pose beaucoup de questions d'un point de vue social, d'un point de vue éthique, et tout cela sera probablement discuté par ces intervenants. Donc si vous avez envie d'y assister, ne vous gênez pas, ce sera sûrement extrêmement intéressant. Voilà. Alors, 4e leçon, au cours de laquelle nous allons parler maintenant de l'utilisation de marqueurs génétiques. Alors souvenez-vous, on va vraiment être dans ce qu'on a qualifié d'homologie profonde, l'utilisation de marqueurs génétiques et en particulier de cette famille de gènes OX, et vous allez comprendre pourquoi, pour essayer finalement d'avoir une idée de ce schéma de transition entre cette nageoire sarcoptérygienne et nos bras actuels. La dernière fois, nous avons surtout discuté du développement de la nageoire et puis bien entendu de la difficulté de trouver des systèmes modèles, des systèmes avec une valeur heuristique suffisante pour essayer d'en tirer des conclusions. Et je vous montrais bien entendu le problème qui existe avec cette distance vraiment très très grande entre ce qu'on a aujourd'hui, donc soit des poissons osseux, soit des poissons cartilagineux, le poisson cartilagineux, le requin, la raie, les poissons chimères, et puis les poissons osseux, tous les poissons que vous connaissez bien. Et vous voyez que cette séparation ici remonte à moins 430 millions d'années. Donc nous comparons actuellement des membres amniotes, chiridiens, avec des membres ptérygiens, qui se sont séparés il y a plus de 400 millions d'années. Il n'y a pas de fossiles vivants. Et c'est vraiment la question qui est une question insoluble, finalement, la question avec laquelle il faut constamment essayer de s'accommoder lorsque l'on parle de ces transitions évolutives. Je vous ai présenté brièvement un système modèle qui n'est pas parfait, mais qui est celui le plus utilisé, qui est le système du poisson zèbre d'Agnorerio. C'est un petit poisson tropical, quelques centimètres, un temps de génération très court, on a vu, 3 mois. Une facilité de travailler avec des embryons, puisqu'ils sont relativement transparents. Aujourd'hui, on va voir une propriété très intéressante de ces poissons, qui est qu'on peut faire des criblages génétiques, donc on peut obtenir des mutants qui peuvent nous renseigner sur le développement des membres. Un génome qui est relativement bien séquencé, précis, et puis des possibilités de faire une transgenèse. Ça, on en a discuté la semaine passée, et puis je vous ai aussi parlé d'une complication qui est liée à tous les poissons téléostéens qui sont passés au travers d'une duplication génomique supplémentaire, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 2, 3, 4 copies maximum de chaque gène, certains poissons en ont 5, 6, 7, comme on le verra pour les gènes OX, ce qui évidemment rend les choses un tout petit peu plus compliquées. Alors les nageoires, on en a parlé. Je vous ai surtout parlé de la nageoire pectorale, donc qui s'articule sur la ceinture scapulaire, donc qui est la nageoire
qui au sens classique du terme est homologue à nos bras, aux pattes avant des vertébrés. Et puis, on a vu que cette nageoire, en fait, est faite en gros de deux parties. On a ignoré tout ce qui touche aux articulations, c'est beaucoup trop compliqué, et nous n'avons pas besoin de parler de ça dans ce cours. Donc nous avons considéré cette partie-là, qui est juste, c'est la partie qui articule avec la scapula, l'omoplate, et qui est une partie d'ossification endochondrale, donc une partie dans laquelle les os s'ossifient d'une façon très comparable à nos os longs, humérus, radius, cubitus. Et ensuite une partie plus distale qui est faite par ces magnifiques rayons qu'on appelle des lépidotriches et qui, eux, s'ossifient selon une stratégie un peu différente, qui est une ossification de type membranaire, un type d'ossification qui ressemble un peu à l'ossification de nos os crâniens, en fait, qui ne sont pas du tout similaires à nos os longs. Évidemment, on peut facilement spéculer sur l'avantage adaptatif d'avoir une telle structure pour des organismes qui évoluent en milieu aquatique. Ce sont des rayons flexibles, ils sont légers, ça permet de se déplacer de façon bien meilleure qu'un squelette endochondral plus lourd, plus rugueux. Ce squelette endochondral, on a rapidement vu qu'il était fait de 4 pièces, c'est important, qu'on appelle des radios proximaux, 1, 2, 3, 4, et puis suivis par toute une série de petits radios distaux, qu'on voit peut-être mieux ici, oui, ici, qui vont articuler avec les lépidotriches. Donc ça, encore une fois, c'est l'équivalent de notre squelette de nos os longs. Et puis vont s'articuler sur ces radios proximaux, ces lépidotriches qui dérivent, souvenez-vous, d'actinotriches, qui sont des premières condensations sur lesquelles vont migrer des cellules pour former plus tard ces lépidotriches. Alors nous avons également vu d'où sort cette nageoire pectorale, qui est un point important. Et je vous montrais cette section simplement pour vous dire que le stade précoce, vous voyez ce bourgeon ici, est très très similaire au stade précoce des membres chiridiens. Vous regardez des oiseaux, un poulet, une souris, vous verrez que les stades précoces sont relativement comparables, avec ce bourgeonnement, ces cellules qui vont commencer à pousser, et puis la formation de cet ectoderme, qui est très similaire ici à l'ectoderme que l'on trouve dans le bourgeon de membre de la souris ou du poulet. Et puis rapidement, vous vous en souvenez, on en a parlé longtemps, rapidement cet ectoderme va se replier sur lui-même, ce qui va interrompre la croissance du mésoderme qui est en dessous, puisque cette croissance requiert de la signalisation par l'ectoderme. Donc quand cet ectoderme se replie, il va arrêter de signaliser en dessous. Donc on va arrêter la croissance de ce mésoderme. Et je vous montrais cette figure qui résume un peu tout le développement de cette nageoire. Avec le début de ce repli, là, vous voyez, ça fait un petit chapeau, ça commence à se replier, et puis donc ça va s'arrêter. Ces cellules-là vont continuer à se diviser, vont faire un grand plateau, un disque chondrogénique qui va se devenir un disque de cartilage avec du collagène, etc. Et puis ce disque va se scinder d'abord en 2, ici, et puis en 4, et on va avoir formation de ces 4 radios proximaux et puis les petits radiodistaux que vous voyez là. Donc ça, c'est la formation de l'endosquelette. Alors, le modèle proposé par Peter Thorogood, c'est ce modèle de transition hétérochronique qui dit que dans le membre chiridien, chez nous, eh bien, il n'y a jamais de transition de l'AER, donc de la couche ectodermique, en repli ectodermique. Comme il n'y a pas de transition, le membre continue, et les pièces osseuses vont se poser, souvenez-vous, je vous en parlais, avec ce système de segmentation, de cartilagenèse, de segmentation, de branchement, de segmentation, branchement, segmentation. Et tant que vous tirez le membre, vous pouvez rajouter, vous pouvez continuer à brancher et segmenter.
Quand vous repliez cet ectoderme, vous arrêtez cette possibilité. On ne peut plus continuer à brancher et à segmenter. Et donc, vous avez la situation chez les poissons téléostéens, chez le petit poisson zèbre que je viens de vous montrer. Et puis, Peter Thorogood, depuis de nombreux auteurs, présente cette figure au centre ici, qui évidemment a une grande différence avec les deux autres, et il faut faire attention, c'est ce que je vous ai mis en rouge. On a ici un résultat empirique, on sait que c'est le cas. On a ici un résultat empirique, on sait que c'est le cas. Par contre, ce qu'il y a au centre, c'est une inférence, c'est une hypothèse. On ne sait pas. On ne sait pas si chez des poissons sarcoptérygiens, on ne sait pas chez Tiktaalik, chez Eusthenopteron, etc., on avait ce genre de transition qui s'est passée à un temps entre celui-ci et celui-ci. C'est vraiment une hypothèse. Donc, un résumé, un développement de la nageoire qui est en deux phases. Une phase précoce, bourgeonnement, formation de l'ectoderme, signalisation, formation du cartilage, qui, en plusieurs points, ressemble à la phase précoce de la formation des membres chiridiens. Donc cette phase précoce est relativement assimilable, on peut relativement facilement la rendre homologue, la qualifier d'homologue à la phase précoce des membres chiridiens. Et puis rapidement une deuxième phase, vous voyez là, qui semble être vraiment spécifique aux nageoires des poissons, avec arrêt de la croissance, formation de ce grand repli ectodermique que l'on a divisé en deux parties, ce n'est pas très important en fait, et puis migration à l'intérieur de ce repli ectodermique de cellules qui vont former le squelette dermique. Cette phase précoce, en fait, qui ressemble la première phase précoce qui ressemble aux membres chiridiens, chez les amniotes, elle est caractérisée par toute une série de réseaux de régulation de gènes dont je vous ai parlé quand on discutait de la croissance précoce du membre chiridien. Et entre autres, souvenez-vous, je vous ai parlé du gène sonic hedgehog, qui est le gène clé qui, entre autres, établit la polarité postéro-antérieure, donc du petit doigt au pouce, dans le membre chiridien. Et donc la question, est-ce que ce gène existe dans cette phase précoce du développement de la nageoire? S'il existe, que fait-il? Alors je vous rappelle ici, vous voyez cette expression, on a ici un bourgeon, ça pourrait être un bourgeon d'oiseau, un bourgeon de souris, peu importe, c'est exactement le même. Et vous voyez ici cette tache, ce sont des ARN de ce gène sonic hedgehog qui est extrêmement bien localisé sur l'aspect postérieur. Et puis cette protéine sonic hedgehog va diffuser, va établir une sorte de gradient de diffusion le long de cette structure pour pouvoir organiser les polarités. Et sur la droite, ici, je vous ai mis une photo que j'ai déjà discutée l'année passée dans un contexte très différent en fait, de syndrome génétique. C'est un patient, c'est un homme qui, en fait, n'a pas eu d'expression de sonic hedgehog dans les membres uniquement. Parce qu'évidemment, une inactivation totale de ce gène sonic hedgehog, qui est important dans des tas d'endroits différents, est complètement létale. Chez ce patient, en fait, pour des raisons que vous pouvez retrouver dans mon cours de l'année passée, si ça vous intéresse, il y a une mutation qui a fait en sorte que seule l'expression dans le membre, seule cette tache-là disparaît. L'expression dans le système nerveux, l'expression dans les intestins, etc., tout ça reste, ne change pas. C'est pour ça que cette personne est en relativement bonne santé, en fait, sauf qu'elle a une achéiropodie. En fait, vous voyez qu'elle n'a pratiquement pas de membres. Il y a des pièces proximales. Il y a des pièces proximales, c'est important de voir, mais c'est une personne qui pratiquement n'a pas de membres. Achéiropodia. Voilà. Alors, est-ce que ces gènes existent dans le poisson zèbre? Bien sûr, ils existent. Il y en a plusieurs. Ce gène sonic hedgehog a été isolé, caractérisé par le laboratoire de Fillingham en 1993. Et vous voyez qu'en fait, on a exactement la même expression sur la marge postérieure du petit bourgeon de nageoire. Simplement, dans ce cas-là, vous souvenez-vous, il est
posé sur le vitellus, et par conséquent, on le voit de façon horizontale, mais postérieur est à droite, alors qu'avant, postérieur était en bas. Et puis un peu plus tard, vous voyez ici la formation du repli ectodermique, là, et vous voyez cette expression de Sonic Hedgehog. Alors que se passe-t-il quand on enlève la fonction de ce gène chez le poisson? Eh bien, c'est là que je mentionnais précédemment que le poisson zèbre rend possible une approche génétique par criblage. Autrement dit, vous pouvez prendre quelques mâles, des poissons, et puis vous mettez un mutagène dans l'aquarium à des doses extrêmement précises pour pouvoir muter les spermatozoïdes, par exemple. Et donc, avec des croisements successifs, vous pouvez récolter des poissons qui ont l'air un peu bizarres, et puis on les recroise, et puis on arrive à isoler quel est le gène qui a été touché par ce mutagène. Et en faisant ça, le laboratoire de Christian Nusslein-Volhardt en Allemagne, il y a plusieurs années, a pu isoler toute une série de gènes importants. Je vous montre que des mutants pour le gène Sonic Hedgehog. Alors ça, maintenant, vous voyez bien ce que c'est. On l'a vu plusieurs fois. C'est une nageoire qui se développe de façon normale avec ce grand disque endochondral. Vous voyez le début des actinotriches, là, qui commence à partir. Ici, le cleitrum, souvenez-vous, cet os très grand qui remonte pratiquement jusqu'au branchies. Et puis là, l'articulation. Et vous voyez ici deux mutants qui sont ce qu'on appelle deux allèles, c'est-à-dire deux formes différentes de mutation de ce gène Sonic Hedgehog, parce qu'évidemment, quand vous faites ça au hasard, vous allez vous allez taper dans le gène au hasard, donc vous allez récolter plusieurs mutants différents pour le même gène. Vous avez ici ce qu'on appelle un mutant hypomorphe, c'est-à-dire un mutant dont l'activité du gène n'est pas entièrement éliminée, elle est partiellement éliminée. Ça peut être par exemple en diminuant la dose, ça peut aussi être en changeant la séquence de la protéine qui fait qu'elle va être moins active, etc. Okay? Mais c'est un mutant hypomorphe. Et vous voyez le résultat, c'est cet endosquelette ici vraiment réduit, de quelques actinotriches qui partent, le cleitrum ici, l'articulation. En fait, c'est une nageoire un peu réduite, mal organisée. Mais en dessous, vous avez l'allèle nul. Donc vous avez la mutation totale de ce gène, et vous voyez qu'il y a essentiellement plus de nageoires. Donc tout disparaît. Le phénotype est encore plus fort, en fait, que ce phénotype d'Achéiropodia que je vous montrais chez les humains. Donc là encore, les mêmes gènes qui semblent faire les mêmes choses dans la phase précoce, bien entendu, et cela non seulement au niveau de la présence des ARN, mais au niveau des fonctions des protéines. Alors ensuite, on a vu rapidement de quoi est fait ce squelette dermique, ces actinotriches qu'on voit là, et puis d'où viennent les cellules. C'est là qu'on va reprendre le cours. Alors juste avant, je voulais vous rappeler que ce travail du laboratoire de Marie-André Akimenko, qui, il y a quelques années, arrive à isoler deux protéines qui sont produites par deux gènes, actinodine 1 et actinodine 2, AND1 et AND2, qui sont extrêmement intéressants, des gènes extrêmement intéressants, puisqu'ils semblent ne pas exister chez les animaux qui n'ont pas d'actinotriche et de squelette dermique. Vous voyez ici que le seul animal dans lequel on a pu trouver, à l'époque, aujourd'hui je ne sais pas exactement, mais dans lequel on avait pu trouver une protéine qui ressemble, c'est un requin, un poisson cartilagineux, un poisson chimère. Lorsque l'on regarde en fait tout ce qui est au-dessus de ces poissons cartilagineux et des poissons osseux, et même chez les batraciens, on voit que ces gènes n'existent pas. Donc il y a une corrélation qui est vraiment bonne entre la présence de ces gènes actinodines et la présence d'un squelette dermique. Ça ne veut pas dire que, d'une façon évolutive, il y a un lien de cause à effet, mais c'est quand même extrêmement suggestif.
D'où viennent ces cellules? Alors, je ne vais pas revenir sur la publication compliquée que je vous ai présentée la semaine passée, mais souvenez-vous, c'est un groupe, celui de Peter Curry, qui utilise différentes approches, soit de marquer des cellules, soit de déléter des cellules. Et ces gens-là s'aperçoivent que, contrairement à ce qui avait été proposé pendant plusieurs années, pendant des dizaines d'années en fait, ils disaient que très probablement ce squelette dermique provenait de la crête neurale. D'ailleurs, c'est assez intéressant de comprendre que je vous disais que ce squelette dermique ressemble un peu à notre squelette crânien dans la façon dont ces os sont fabriqués, des os de type membranaire. Notre squelette crânien dérive de la crête neurale. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a pensé pendant longtemps que ce squelette dermique des poissons provenait de leur crête neurale. En fait, non. Il provient en partie de cette masse ici de mésoderme, qui est le mésoderme somitique, et des cellules. Donc, souvenez-vous, quand on marque ici ces cellules, eh bien, on les retrouve dans le squelette dermique. Donc, ce sont des cellules qui migrent du mésoderme somitique, du mésoderme qui fait les os de la colonne vertébrale, qui fait des muscles, qui fait du derme. Et des cellules dans cette masse de mésoderme peuvent migrer à l'intérieur de ce bourgeon pour faire le squelette dermique. C'est extrêmement intéressant car chez nous, dans le membre chiridien, il y a aussi des cellules qui migrent de ce mésoderme dans le bourgeon du membre. Ce sont des cellules musculaires. Ce ne sont pas du tout les mêmes cellules, mais on voit qu'il y a des mécanismes en fait, qui convergent, des mécanismes de migration qui chez nous vont faire des dérivés musculaires, chez le poisson vont rentrer dans ce repli pour faire l'épi d'Autriche. Voilà. Alors, nous en étions restés avec cette interprétation du modèle de Peter Thorogood, en considérant une fois de plus ces questions d'homologie dans ce schéma. Se pourrait-il que nos autopodes, nos mains, nos pieds, soient homologues à ces rayons, ou bien à la partie la plus distale des radios, ou bien est-ce que cette partie-là, est-ce que nos autopodes sont des structures qui sont totalement néomorphes, c'est-à-dire des structures qui n'ont pas d'homologie avec quoi que ce soit, des choses qui seraient apparues de novo complètement, ce qui est relativement rare dans l'évolution. Alors, au niveau de l'homologie classique, la réponse elle est claire. On voit bien que ces structures-là ne sont pas homologues à des rayons. Si ces structures sont homologues aux radios, alors quelle est l'homologie avec les os proximaux, l'humérus, le radius, le cubitus, puisque on a discuté la semaine passée que vraisemblablement, et je vais vous en reparler maintenant, vraisemblablement ces os-là sont homologues à nos os les plus proximaux, donc à l'humérus. Donc la question reste, et même cette question se pose au sein même des poissons téléostéens. Parce que je vous disais, il y a quelques leçons qu'il y a une très très grande variété dans ces nageoires, dans les poissons téléostéens, et les questions d'homologie se posent même au sein de cette famille. Je vous montre ici une phylogénie alors, qui a été revue et adaptée par Philippe Janvier, qui est un des meilleurs experts mondiaux dans ce domaine, qui est au Muséum ici à Paris et qui a beaucoup travaillé sur cette transition et sur les poissons. Et vous voyez qu'en gros, on a ici le départ des chondrichtiens, donc des poissons à cartilage, les requins. Et ici, on a les actinoptérygiens, avec sur la gauche les chondrostéens, donc ne confondez pas avec les chondrichtiens. Les chondrostéens ne sont pas des poissons cartilagineux, mais sont des poissons dont le squelette osseux s'ossifie très peu. Donc la plupart de leur squelette est un squelette cartilagineux. Le meilleur exemple, c'est Accipenser, c'est le lesturgeon, par exemple, Polypterus, encore plus ancien ici, et ici le poisson zèbre. Et vous voyez qu'en fait, dans les 4 cas, donc dans tous les représentants de cette très grande classe d'actinoptérygiens, donc de poissons osseux, dans tous ces représentants, on retrouve une structure qui est relativement comparable. Vous avez ici ce disque endochondral qui va se diviser en 4. Ici, on a ce disque endochondral qui va se
diviser sans vraiment se diviser, pareil ici, pareil ici. Donc, je pense qu'il est relativement admis de dire que ces éléments proximaux sont homologues parmi ces poissons actinoptérygiens et que vraisemblablement, ces éléments osseux sont homologues à la partie la plus proximale du membre chiridien. Souvenez-vous, je vous parlais de cette homologie qui est mentionnée dans cet ouvrage dont je vous ai beaucoup parlé parce qu'il est vraiment magnifique, dans cet ouvrage illustré par Escher, par Arthur Escher, où vous voyez ici que les auteurs ont coloré en bleu, dans cette nageoire sarcoptérygienne, ont coloré en jaune les os les plus distaux, les rendant de facto homologues aux doigts, qui sont ici aussi colorés en jaune. Alors il n'est dit nulle part, en fait, que ce sont des structures homologues, mais c'est simplement la couleur qui suggère qu'ils le sont. Je vous remonte cette image, parce que ça va être le départ de ce que je vais vous dire aujourd'hui en termes d'utilisation de marqueurs génétiques. Mais en fait, ce que j'ai omis de vous dire la dernière fois que je vous la montrais, c'est qu'il y a une double proposition dans cette coloration. Il y a d'abord le fait que cette partie-là pourrait très bien... Le point d'interrogation, c'est moi qui l'ai rajouté, hein, ce n'est pas les auteurs. Donc que cette partie-là en jaune pourrait très bien être homologue au doigt. Mais la seconde proposition, c'est que cette partie-là, le squelette dermique, n'est donc pas possiblement homologue au doigt. Puisque si l'on colore en jaune, ça veut dire c'est ça, mais ça veut aussi dire c'est pas ça. Donc c'est une double affirmation, en fait, et on va voir que ces 5 dernières années, plusieurs études ont été publiées qui, en fait, remettent en cause cette double affirmation. Et puis finalement, souvenez-vous que je vous montrais il y a quelques semaines un tweet sur des réseaux sociaux qui était mis online par le Muséum de Chicago, qui en fait soutenait un peu cette idée que la partie la plus distale du membre de poisson de cet Ostenopteron, mais aussi de Tiktaalik, pourrait être homologue à nos doigts. Et je vous en parle parce que la semaine passée, en fait, se déroulait un meeting, un grand congrès à Naples sur ce genre de questions, pas directement sur le membre, mais sur ce genre de questions. Et en suivant ce meeting sur Internet, sur Twitter, j'ai trouvé ce tweet qui est extrêmement intéressant. C'est un collègue, Thomas Stewart, qui est de Penn State University aux États-Unis. C'est un collègue qui donne une conférence. Évidemment, on ne sait pas ce qu'il dit, ce collègue, puisque c'est un tweet, non pas de lui, c'est un tweet d'une personne qui est dans l'audience, en fait, qui est dans le public, et qui donc va informer les gens de Twitter, des réseaux sociaux, sur le message donné par ce collègue. Mais ce collègue, on ne l'entend pas, évidemment. D'accord ? Et vous voyez que cette personne dit Tom Doss, dont Tom c'est Thomas Stewart, est un vieux et friable, Crumby, un vieux et friable poisson avec des pattes. Et dans le fond, qu'est-ce que voit-on ? On voit Tiktaalik. Donc, encore une fois, une affirmation, Tiktaalik a des pattes. C'est un poisson sarcoptérygien. Souvenez-vous, c'est un fossile qui, souvenez-vous, je vous le remontrais encore la semaine passée, c'est un fossile qui a des actinotriches, donc qui a un squelette dermique. Mais voilà, c'est la deuxième fois. Deuxième exemple, je pourrais vous en trouver vraiment à l'envi. Encore un exemple d'interprétation extrêmement rapide, non pas de ce collègue, en fait, qui vraisemblablement ne disait pas ça dans sa conférence, mais de quelqu'un qui suivait la conférence et qui transmet cette information. C'est un vrai problème aujourd'hui, c'est un vrai problème de ces réseaux sociaux, comme d'ailleurs dans d'autres domaines, comme vous le savez aussi bien que moi. Donc un poisson à pattes, sans savoir vraiment où se trouve l'homologie. Et revenons un peu à cette question d'homologie, puisque, comme je viens de vous le dire, vraisemblablement, cette partie-là
donc chez les poissons sarcoptérygiens, dans le membre chiridien, et même dans le membre ptérygien, donc chez les poissons osseux, comme je viens de vous le montrer, probablement ont une homologie classique, c'est-à-dire en tout cas comme pièces qui articulent avec la ceinture scapulaire. Donc on estime que la première pièce osseuse, c'est l'équivalent de notre humérus. C'est un a priori. Utiliser l'expression de gène, donc passer à un étage inférieur, souvenez-vous, homologie profonde, pour essayer de vérifier ce type d'homologie, c'est évidemment une des seules solutions que nous avons, mais je vous mentionnais tout à l'heure les actinodines, et souvenez-vous que dans le cas des actinodines, on avait présence de l'actinodine dans cette région des actinotriches, alors pas chez les poissons sarcoptérygiens, bien entendu, dans les poissons osseux, chez le poisson zèbre, d'accord, mais il semble qu'on ait des actinodines dans ces nageoires qui auraient des actinotriches. On n'a pas d'actinodine dans des membres qui n'ont pas de squelette dermique. Est-ce que c'est suffisant pour dire que nous n'avons pas d'homologie au squelette dermique? Non, évidemment, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'on peut évidemment imaginer que les actinodines, prenons le cas des actinodines, sont en fait des gènes qui codent pour une protéine qui améliorerait la fonction de ces lépidotriches, qui les rendrait peut-être plus fluides, moins attaquables par l'eau salée, peu importe, n'est-ce pas, et qui serait donc venu se greffer sur une structure qui existerait déjà. Donc c'est fort possible que ces gènes aient évolué en plus d'une structure qui était là pour améliorer ses performances ou son adaptabilité. Donc il faut faire très attention. Souvenez-vous, je vous en parlais déjà la semaine passée, entre la notion d'un gène qui fait quelque chose et puis la notion d'un gène marqueur qui simplement est présent et qu'on utilise pour dire, voilà, ça c'est probablement une structure X ou Y. Et vraisemblablement, on ne peut pas exclure en tout cas que les actinodines ne fassent pas partie de la deuxième catégorie. Alors, dans le cas qui nous intéresse, c'est évidemment la polarité proximo-distale qu'il faut aller chercher, parce que, bon, on peut, je pense, raisonnablement poser l'hypothèse que ce qui s'est passé lors de cette transition, c'est quelque chose qui a dû toucher la partie la plus distale. Donc, si l'on cherche des gènes marqueurs pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, c'est vraiment dans la détermination de l'axe proximo-distal qu'il faut aller pêcher. Alors les gènes qui sont parmi les gènes clés de la détermination de l'axe proximo-distal, on en a parlé, ce sont ces fameux gènes OX, puisque pendant que ce membre pousse, alors là évidemment je vous montre ça dans le membre chiridien, parce qu'on n'en a pas encore parlé dans le membre ptérygien, c'est ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui en fait, eh bien on voit qu'on a d'abord un déclenchement de l'expression des gènes numéro 9. Je dis des gènes numéro 9 parce que souvenez-vous, il y a deux groupes de gènes qui sont actifs dans le membre, puis des gènes numéro 11, puis des gènes numéro 13. Et cette séquence d'expression, elle est corroborée par la fonction de ces gènes, puisque ce sera le dernier rappel que je vais faire aujourd'hui. Lorsque l'on mute les deux gènes numéro 11, qui sont importants dans le membre, on enlève pratiquement l'entièreté du segment intermédiaire, du zygopode. Donc c'est un gène, ce sont deux gènes qui fonctionnent clairement dans le zygopode. Est-ce que les poissons ont un zygopode? Regardons si ces gènes existent et où ils sont exprimés. Bon. Et puis ces deux gènes numéro 13, qui lorsqu'on les enlève, lorsque l'on enlève leur fonction, eh bien on obtient des membres qui n'ont pratiquement plus d'autopodes. Est-ce que les poissons ont des autopodes? Eh bien regardons peut-être s'il y a des gènes numéro 13 chez le poisson et qu'est-ce qu'ils font.
Hein, voilà, on aura peut-être une idée. Alors, ces gènes numéro 13 en plus, souvenez-vous, ce sont des gènes, notamment le gène D13. C'est un gène qui, au travers d'une étude compliquée, mais c'est un gène qui détermine très précocement la population de cellules qui va donner la partie distale. Donc c'est vraiment un gène qui est impliqué dans la formation de nos mains et de nos pieds depuis un stade très précoce. Est-ce qu'il existe chez le poisson zèbre? Que va-t-il faire? Alors, avant de passer à la description de ce que font ces gènes, puisque bien entendu, ils existent chez le poisson zèbre, et comment ils se comportent pendant le développement de la nageoire, il faut tout de même que je vous rappelle un tout petit peu comment ces gènes sont exprimés pendant le développement des bourgeons de membres mammifères, souris, humains, amniotes en fait. Parce qu'autrement, les conclusions qu'on va tirer de l'analyse de l'expression chez le poisson vous seront imperméables en fait. C'est vraiment important de comprendre comment ces gènes sont mis en place, comment l'expression de ces gènes est mise en place pendant le développement du membre. Alors il y a une première caractéristique qui est absolument remarquable, qui est unique en fait à cette famille de gènes, puisque comme je vous le montrais tout à l'heure, ces gènes, souvenez-vous, sont en complexe. Ils sont sur le même petit morceau de chromosome, il y a 4 copies, 4 fois 10 gènes, 4 copies qui proviennent de l'amplification du génome total, hein, à l'origine des vertébrés, où il y a eu cette multiplication de notre génome qui vraisemblablement a permis aux vertébrés d'irradier, de se produire toutes ces formes absolument incroyables. Et cette caractéristique très curieuse est que les domaines d'expression de ces gènes dépendent en fait de leur position sur le cluster. Et vous le voyez ici, pour le cluster D, donc je vais d'abord vous parler du D, puis ensuite un peu du A. Ce que vous voyez en bleu ici sont les ARN. Ici, les ARN du gène numéro 9, ici du gène numéro 11, et ici du gène numéro 13. Et vous voyez que le gène numéro 9 est plutôt proximal. Le gène numéro 13 est très distal. On en a parlé plusieurs fois du gène numéro 13, il est très distal. Ça, c'est un stade relativement tardif, c'est au milieu du développement. Et puis, le gène numéro 11, il est à la fois proximal et distal. D'accord? Donc c'est le même gène, mais il est exprimé dans la partie proximale. Cette partie, elle va donner le radius et le cubitus, et dans la partie distale plus tard, celle qui va donner le carpe et les doigts. D'accord? Vous notez qu'il y a un espace ici qui est vide entre ces deux domaines, en fait. Et cet espace, c'est ce qui va donner l'articulation, ce qui va donner le poignet. On en parlera peut-être, si on a le temps, dans une autre leçon. Ces gènes OX ont pour fonction principale de tirer des os, de tirer ce cartilage pour faire des os. Quand vous n'en avez pas, mais les cartilages restent petits, arrondis, sans forme. C'est le poignet. C'est le poignet. D'accord ? Donc le poignet, en fait, est fait du décalage de ces deux domaines ici. D'accord ? Mais le point important que je voulais faire, c'est que quand vous regardez ces domaines, vous voyez qu'on a ici proximal, distal et les deux. Donc, quand vous regardez votre bras, en fait, c'est comme si vous voyiez ici de l'ADN, une fibre de chromatine, avec ici le gène numéro 13, ici le gène numéro 11, et ici le gène numéro 9. C'est très curieux. C'est une sorte de retour théorique, bien sûr, hein, mais une sorte de préformation, c'est-à-dire qu'il y a, dans le sens où il y a, dans notre ADN, déjà une sorte d'information quant à la structure finale. Ce n'est pas quelque chose qui est entièrement ce que les généticiens appellent en transe, c'est-à-dire
des choses qui se parlent, un gène qui produit une protéine, qui régule un gène, qui produit une protéine, qui régule, etc. Là, on a une construction sur 4 petits morceaux de nos chromosomes d'une polarité qui est en fait une polarité proximo-distale, proximo-distale. Cette ligne ici représente l'ADN. D'accord ? Donc, si vous voulez, la polarité de nos bras, proximo-distale de nos bras, de la même façon d'ailleurs que la polarité de nos traxes principales, hein, parce que ce système a été mis au point à évoluer pour s'occuper de nos traxes principales, et puis il a été en fait hijacké de l'axe principal lorsqu'il s'agit de fabriquer des membres. Eh bien, vous voyez que cette polarité, en fait, est posée en quelque sorte sur cette fibre d'ADN, sur cette fibre de chromatine. Alors, comment ces domaines apparaissent? C'est ça vraiment qui est important de comprendre. C'est assez compliqué, mais vous avez ici 2 stades. Un stade précoce, qui correspond à peu près à 9 jours et demi chez la souris, et puis ici un peu plus tard, on commence à voir ici la main qui va se former. Et vous voyez en fait que si on ne considère que le gène 11 et 13, ou 10, 11, 13, alors je suis un peu désolé, vous m'excuserez ici, la polarité était inversée, je l'ai pris d'une publication dans laquelle c'était inversé, donc maintenant vous avez 13 à gauche plutôt que d'avoir 13 à droite, c'est un peu confus, mais voilà. Eh bien, regardez le vert. Le vert, c'est le domaine précoce où vous allez avoir ici très peu d'expression du gène numéro 13, beaucoup d'expression du gène numéro 10, et puis le gène numéro 11 qui est contenu dans le gène numéro 10, le gène numéro 12 qui est contenu dans le gène... C'est un système de poupée russe. D'accord ? À partir de ce moment-là, ici, le bourgeon va croître et ces cellules-là vont arrêter d'exprimer ces gènes en vert. Et donc, vous allez vous retrouver avec cette virgule-là qui, en fait, n'est que l'illustration de cette virgule-là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un domaine qui remplit un bourgeon précoce, vous avez ce domaine qui remplit le bourgeon précoce, et puis le bourgeon pousse, mais le domaine s'arrête. Et donc vous vous retrouvez avec un domaine qui est proximal, c'est celui-ci. D'accord? Donc en fait, si vous tracez une ligne ici, comme ça, là, comme ça, eh bien vous avez ce bourgeon-là. D'accord? Vous imaginez c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important parce que lorsque vous regardez ici le vert, eh bien vous dites c'est distal, c'est le plus distal possible. Sauf qu'ici, il n'a pas bougé, mais c'est plus distal, c'est proximal. Pourquoi? Parce que tout ce morceau-là a été rajouté. Il a été rajouté par quoi? Par cette population de cellules marquées par 13 dont je vous montrais tout à l'heure l'existence, hein, ces cellules progénitrices qui vont pousser, qui vont faire la partie distale et qui vont laisser en dessous les cellules qui exprimaient les gènes numéro 11. D'accord ? Donc le résultat, c'est ce gène numéro 13 ici qui va prendre toute la partie distale, et puis ici, ce gène numéro 11, quand vous enlevez cette fonction-là, vous enlevez le zygopode, radius cubitus. Quand vous enlevez cette fonction-là, vous enlevez l'autopode. Il faut l'enlever, évidemment, dans le complexe A et dans le complexe D, autrement ça se compense. D'accord? Et puis ce petit rectangle rose que j'ai mis là, eh bien c'est ce que je vous disais, c'est une partie du membre qui n'exprime ni l'un ni l'autre. Et donc les os vont rester des petits os malingres qui ne vont pas pousser, avec une ossification assez spéciale. En fait, un seul centre d'ossification qui va se calcifier, c'est le poignet. C'est les os du carpe. C'est totalement essentiel. Alors, vous voyez que c'est un système qui est extrêmement bien évolué, pour ne pas dire évidemment bien pensé, mais un système qui est absolument remarquable, parce que, en même temps que l'on produit la partie distale, comme on la sépare de la partie proximale, on produit un trou qui fait l'articulation. Donc en fait, on produit l'articulation en même temps qu'on produit la partie distale.
C'est totalement évident, parce qu'imaginez une partie distale sans produire l'articulation, à quoi ça sert? C'est extrêmement compliqué d'imaginer soudainement un animal qui se réveillerait avec des mains et des pieds sans articulation. C'est pas possible. Et donc, ce schéma, en fait, qui fait que la construction de l'articulation est intrinsèque au mécanisme qui construit la partie distale. C'est vraiment, vraiment intéressant. La deuxième chose que je voulais vous montrer, en fait, c'est regarder la forme de ce domaine. Regardez la forme, en fait, qui dérive de cette forme, n'est-ce pas? Cette forme, comment vous pouvez l'obtenir? Mais c'est assez simple, finalement. Imaginez que vous poussez un tout petit peu plus la partie postérieure. Ici, postérieure est à droite. Imaginez que vous donnez un tout petit peu plus d'index mitotique à ces cellules, qu'elles se divisent un tout petit peu plus rapidement que les cellules antérieures. Eh bien, vous allez peu à peu envahir la partie antérieure, parce que les cellules qui sont ici vont gagner et envahir la partie distale. Donc c'est assez simple à imaginer un mécanisme qui donne cette forme à l'expression de ces gènes. Mais cette forme, elle doit vous rappeler quelque chose. Souvenez-vous, on a discuté de cette hypothèse qui avait été proposée par Shubin et Alberch. Je vous ai présenté ce papier quand on discutait de ce mécanisme de segmentation, de branchement et de segmentation, qui disait que peut-être dans le membre chiridien, on a en fait une courbe ici à la fin de cet axe majeur des poissons sarcoptérygiens qu'on appelle l'axe métaptérygien. D'accord? Souvenez-vous, je vous disais que peut-être ce qui s'est passé, ce que proposaient ces auteurs, c'est qu'en fait, ce membre s'est courbé et puis les doigts sont sortis de la partie postaxiale, donc de la partie postérieure. Et c'est pour ça que cet axe métaptérygien serait courbé. Évidemment, à l'époque où c'était proposé, dans les années 70, il n'y avait pas d'expression des gènes OX. Les gènes OX, on ne les connaissait pas. Et c'est que bien plus tard qu'on s'est aperçu qu'en fait, cette forme pouvait peut-être suggérer qu'effectivement, il y a une sorte de courbure de cet axe principal, qui n'est pas un axe droit, mais qui semble être courbé vers la partie distale. Ça, c'est pour les gènes OXD. C'est peut-être pas essentiel de comprendre tous les détails, mais souvenez-vous donc que le gène 13 est entièrement distal et que le gène 11, c'est vraiment les deux sur lesquels je vais revenir, le gène 11 est distal et proximal. Comment c'est possible? Ben, c'est très simple. On se dit, mais comment on peut avoir un gène qui fonctionne? Bien, il suffit que le gène 11 ici reçoive des signaux de l'extérieur qui activent ce gène. Et puis ensuite, la structure pousse, et puis ces signaux, ils ne sont plus là. Donc le gène est inactivé, donc il ne fonctionne plus. Et puis ça pousse, et puis on arrive dans cette partie-là où il y a de nouveau des signaux qui font que le gène est réactivé. C'est extrêmement simple. C'est simplement deux schémas d'activation. Un premier dans la partie proximale, le gène fonctionne, il fait des ARN, fait des protéines, le membre pousse, ça s'arrête. Le membre continue à pousser, ça recommence avec d'autres signaux qui viennent d'ailleurs et qui vont réactiver le gène numéro 11. D'accord? Donc le gène 11 est proximal distal, le gène 13 est exprimé distal. Alors, je vous parlais la semaine passée, je viens de vous le rementionner, que chez tous les membres chiridiens, il y a deux clusters qui fonctionnent en concert, qui se compensent l'un et l'autre. C'est le cluster D, que je viens de vous présenter, et le cluster A. Alors sur le cluster A, laissez-moi juste vous montrer comment se comporte le gène numéro 11 et le gène numéro 13. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'on va voir ce qu'ils font pendant le développement de la nageoire. Et c'est donc important de savoir ce qu'ils font pendant le développement du membre chiridien, pour voir si on peut essayer d'établir des similarités ou même des homologies. Alors le cluster A, il est plus simple. La régulation est pas si simple que ça, mais l'effet de cette régulation est simple. Vous voyez ici le gène numéro 11, qui est entièrement proximal,
et le gène numéro 13 qui est entièrement distal. Ces deux domaines d'expression sont pratiquement exclusifs l'un de l'autre. Où vous trouvez du 13, vous ne trouvez pas de 11 à cause d'un mécanisme qui a été étudié par le laboratoire de Marie Kmita à Montréal, qui fait que partout où il y a de la protéine 13, bien vous n'avez pas de... Enfin, partout où le gène numéro 13 est activé, je devrais dire, vous n'avez pas d'ARN du gène numéro 11. Alors comment ça se fait? Eh bien, si on regarde les stades plus précoces, vous voyez ici, vous avez l'expression du gène numéro 11 qui commence très précocement. Regardez ce bourgeon là, c'est un bourgeon précoce. Le gène 11 là, une fois de plus, il est distal. Il est totalement distal. D'accord? Donc, si vous demandez à quelqu'un, est-ce que le gène numéro 11 a une expression distale ou une expression proximale? Ça dépend du moment. Parce que si vous regardez précocement, l'expression est 100% distale. Mais ensuite, vous regardez un peu plus tard et vous voyez qu'il n'y a plus rien ici. Pourquoi? Parce que le numéro 13 est arrivé. D'accord? Donc, le numéro 13 est distal, et dès que vous avez activation du numéro 13, eh bien, le numéro 11 s'éteint, et puis vous avez ici l'expression du numéro 11. Voilà, j'ai remis cette image ici pour vraiment insister sur ce côté distal et ce côté proximal, parce qu'on va voir chez le poisson que lorsqu'on a une expression distale, on doit se poser la question, est-ce que c'est distal-distal, ou est-ce que c'est distal qui pourrait devenir proximal, ou est-ce que c'est distal qui correspond à un distal chez nous, ou ça correspond à un proximal chez nous? C'est vraiment là où se trouve le problème. Alors, les poissons. Premièrement, est-ce qu'ils ont des gènes OX? Bien sûr, tous les animaux ont des gènes OX. Tous les animaux à symétrie bilatérale, généralement, beaucoup de ces animaux ont des complexes de gènes OX. Les gènes OX sont présents chez des cnidaires, chez les ides, des hydroïdes. Mais si vous regardez chez les poissons, en fait, voilà ce qui s'est passé. À l'origine des vertébrés, ici c'est censé illustrer un lancelet, un petit amphioxus, donc un animal qui est un chordé inférieur, c'est un de nos ancêtres en fait. Il y avait un cluster, une série de gènes OX. Et puis, comme je vous l'ai mentionné à plusieurs reprises, première duplication à l'origine des vertébrés, 2 clusters. Alors faites attention, j'ai mis ici, en fait c'est des duplications génomiques, ce n'est pas juste ces clusters qui se sont dupliqués, c'est tout le génome. Souvenez-vous, il y a 3 gènes hedgehog, il y a etc. Il y a 4 gènes actinodines chez les poissons, donc c'est des duplications génomiques, totales. Et donc on obtient ces 4 clusters qui sont à la base de la radiation des vertébrés. Chez les amniotes, eh bien, on va garder ces 4 clusters. Donc c'est la situation actuelle chez les humains, chez la souris, chez les oiseaux. Et puis chez les poissons, duplication supplémentaire, ici, avec perte de gènes, perte de cluster. Vous voyez qu'ici, par exemple, chez le poisson fougou, eh bien, on est retombé à 4 clusters, parce qu'il y en a qui ont été perdus. Et puis chez le poisson zèbre, comme on va le voir, on a 7 clusters, etc. Alors, pourquoi on en perd? C'est évident. Imaginez que vous avez un gène qui a une fonction X, et puis vous dupliquez. Vous avez 2 fonctions X. Si vous avez 2 fonctions X et que vous avez une mutation qui va inactiver un de ces 2 gènes, vous perdez le gène, puisque l'autre va compenser. Mais l'évolution, en fait, va utiliser la duplication de ces gènes pour évoluer de nouvelles fonctions. Parce que quand vous avez 2 gènes qui se compensent, au lieu de muter, vous pouvez aussi acquérir quelque chose de bon. Donc vous allez commencer à diverger les fonctions. Si vous arrivez à diverger les fonctions suffisamment rapidement, après on ne peut plus détruire une des 2 copies parce qu'elle va avoir sa propre fonction. Okay? Mais c'est la raison pour laquelle, quand vous avez des duplications de gènes,
de clusters, pour les gènes OX, eh bien vous allez perdre toute une série de ces gènes. Et vous voyez que chez nous, on a perdu, en fait, il y avait probablement 14 gènes au départ, donc un complément qui, dans l'idéal, devrait être beaucoup plus important que ce qu'on a, puisqu'on nous n'avons que 39 de ces gènes. Donc on en a perdu pas mal. Et vous voyez que plus vous dupliquez, évidemment, plus vous perdez, parce que si par hasard vous perdez un cluster, si vous en avez 7 qui restent, eh bien c'est largement suffisant. Alors, situation chez le poisson zèbre, elle est simple, c'est la suivante. Si vous regardez le complexe A chez la souris, eh bien, il y en a 2 chez le poisson zèbre. Alors, c'est un peu ennuyeux d'un point de vue génétique, mais vous voyez qu'il y a 2 gènes numéro 11, 2 gènes numéro 13. Donc déjà, il va falloir savoir si on travaille avec le gène 13A ou 13B. Le complexe B qui ne nous intéresse pas pour cette question des membres, 2 copies. Le complexe C qui ne nous intéresse pas pour cette question des membres, 2 copies. Le complexe D qui nous intéresse, là, vous voyez, avec un peu de chance, en fait, une copie était perdue. Donc le poisson zèbre n'a qu'une seule copie de ce complexe OXD. Donc il n'y a qu'un seul gène OXD13 et un seul gène OXD11, ce qui évidemment facilite beaucoup les analyses. Alors, ces gènes, comment sont-ils exprimés chez le poisson zèbre? Eh bien, je vais vous montrer une série de travaux qui ont été faits par plusieurs groupes différents. Et en particulier, ce que vous allez voir, c'est ce petit bourgeon, ce membre, à peu près à des temps différents. Et puis, ce que vous allez voir, c'est toujours pareil, c'est des colorations. Ce sont des colorations qui révèlent l'ARN. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut se souvenir. C'est un truc technique. Ce qu'on voit, ce que vous allez voir, c'est de l'ARN. Alors, on assume, on postule que quand il y a des ARN, on fait de la protéine. Et donc, quand on fait de la protéine, c'est actif. Donc, on postule que partout où on voit de l'ARN, le gène est actif, il fait quelque chose. Mais c'est une hypothèse. La seule façon de vérifier cette hypothèse, c'est évidemment de détruire cette fonction pour voir s'il y a un effet sur l'endroit où ces gènes sont exprimés. N'est-ce pas? Donc c'est une chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est de l'ARN. Alors ces ARN, où les trouve-t-on? Eh bien, je vous ai remis ici une image du petit bourgeon de membre de la souris, chiridien, avec encore une fois le gène numéro 9, le gène numéro 11, le gène numéro 13. Donc souvenez-vous, ce bourgeon, il va maintenant pousser vers le haut. Ce domaine-là, il va s'arrêter. Donc ce gène numéro 9, ici, ne sera plus exprimé dans les cellules qui vont pousser. Pareil pour ce gène numéro 11, il va s'arrêter un moment, il va redémarrer. Ce gène numéro 13 va pousser et va prendre toute la partie distale. Hein. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Eh bien voilà ce qui se passe dans le bourgeon de nageoire du poisson zèbre. Vous avez une distribution de ces ARN qui est très similaire dans le bourgeon précoce. Et ce tout petit bourgeon, c'est vraiment pas facile de voir d'analyser ces expressions parce que vraiment le bourgeon de la nageoire est très très petit. Hein, il faut manipuler ça avec beaucoup de précaution. Donc vous voyez ici le gène numéro 10 qui est pratiquement exprimé dans tout le bourgeon. Et puis le gène numéro 11 qui est une partie du bourgeon, partie postérieure. Gène numéro 11, partie postérieure. Hein. Et puis gène numéro 13 qui est encore plus restreint ici, dans la partie la plus postérieure. Dans la partie la plus postérieure. Donc c'est vraiment souvenez-vous, hein, il y a 400 millions d'années d'évolution séparée entre ces animaux pour des structures qui sont quand même extraordinairement différentes. Et pourtant, vous voyez que le corps de la génétique qui construit ces membres est conservé de façon absolument étonnante. Hein. On voit, c'est exactement la même stratégie entre guillemets. Lorsque vous regardez le gène numéro 11 un peu plus en détail maintenant, dans le temps, eh bien vous voyez que ce gène numéro 11 va pousser,
Et puis, le bourgeon de la nageoire pousse. Vous avez ici le disque endochondral, ce qui va devenir le disque endochondral. Et puis, en noir, là, vous voyez déjà la formation du repli ectodermique. Et en fait, contrairement au stade précédent, là, vous voyez qu'il y a une différence majeure. C'est-à-dire que le gène numéro 11 va jusqu'à la partie la plus distale. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de redémarrage, il n'y a pas d'endroit où il n'est pas exprimé. Le gène numéro 11, en fait, au moment où ce repli se forme, eh bien, va continuer à être exprimé dans la partie la plus distale du disque chondrogénique. Et ces analyses ont été refaites des années plus tard par le groupe de Robert Ho, que vous voyez ici, cette fois en considérant les gènes A. Alors, je vous ai mis en haut ici l'équivalent chez la souris. Souvenez-vous, hein, gène numéro 11, proximal, gène numéro 13, distal, exclusion, partout vous avez du 13, vous n'avez pas de 11. Eh bien, regardez simplement le 11 et le 13 chez le poisson zèbre. Vous voyez qu'on a des domaines d'expression qui sont pratiquement identiques. Il y a un chevauchement de ces expressions qui est pratiquement à 100%, et les deux gènes sont exprimés pratiquement jusqu'à la partie la plus distale. Alors, dans la publication, il parle d'une toute petite zone distale ici qui serait plutôt colonisée par ces gènes et pas d'autres. Enfin, bon, peu importe. Mais les domaines d'expression de ces deux gènes sont quand même très différents des domaines d'expression que l'on voit dans le monde chiridien, comme si l'arrivée de 13, de A13, dans ce cas précis, n'aurait aucun effet sur l'expression de A11. Donc un patron différent, et ces auteurs ont regardé également les gènes du complexe D, et vous voyez ici, ça répète un peu ce que je vous montrais tout à l'heure, avec des domaines d'expression tardifs, donc à 60 heures, qui indiquent des différences vraiment importantes avec les amniotes. Alors, je vous ai remis en haut cette comparaison entre le gène 11, proximal, distal, le gène 13, distal, et puis ici, vous avez le gène 11 et le gène 13, et vous voyez qu'en tout cas pour moi, c'est extrêmement difficile de faire une différence entre l'expression de ce gène D11 et l'expression de ce gène D13. Pour moi, en fait, c'est pratiquement identique. Donc là encore, on a une superposition de ces deux domaines. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est un domaine proximal? Est-ce que ça veut dire que c'est un domaine distal? Si on regarde l'expression de 13, moi j'aurais tendance à dire, mais ça c'est le plus distal possible, puisque 13 c'est distal. Mais regardez, 13, il est aussi proximal ici. Il est à la base de la nageoire. Puis si on regarde le gène numéro 11, on se dit, mais ce gène numéro 11, c'est avant que 13 n'arrive, donc c'est proximal. Donc là, on se rend compte en fait que il se passe quelque chose, on a des stratégies différentes, mais l'analyse de ces patrons d'expression n'est pas suffisante pour arriver à une conclusion claire. On ne peut pas, en se basant sur ces études, dire mais c'est évident, ce disque endochondral chez le poisson zèbre, c'est l'équivalent de notre zygopode, c'est l'équivalent de notre segment intermédiaire. Ou non, c'est l'équivalent de tout. La partie distale, c'est déjà préfigure en fait l'autopode. Non, on ne peut vraiment pas arriver à ces conclusions. D'où l'intérêt, bien entendu, de passer à un stade encore plus profond, donc sur les mécanismes, sur les linéages cellulaires, sur l'origine de ces cellules, etc. Mais avant que je vous montre une expérience qui touche à cela, ces auteurs se sont arrêtés à 60 heures post-fertilisation, et le laboratoire de Neil Shubin, 8 ans plus tard, après la découverte de Tiktaalik, reprend le problème en essayant
de regarder plus tard, en se disant, mais effectivement, sur cette période précoce, c'est difficile d'avoir des conclusions. Qu'est-ce qui se passe plus tard avec ces gènes? Est-ce que peut-être on peut voir quelque chose? Et donc, ils vont regarder à 72 heures, à 96, à 120 heures, et puis ils vont s'apercevoir d'une chose extrêmement curieuse. Alors, quand ils regardent le gène OXD13, eh bien, ils voient cette expression. Vous voyez que ça reste dans le disque endochondral. Donc, c'est une expression qui est stable. Pareil pour OXA13B. Donc, une des deux copies de OXA13, c'est dans le disque endochondral. Ici, ça reste là, ça reste là. Mais regardez le gène OXA13A, donc un des deux gènes OXA13, qui, au démarrage, bien entendu, je vous ai montré, est exprimé dans des cellules qui se trouvent dans le disque endochondral. Et puis, à 72 heures, il semble que ces cellules sont maintenant dans le repli. Vous voyez que l'expression là, vous avez ici la fin du disque endochondral, vous avez là le repli ectodermique. Vous voyez que ces cellules maintenant semblent, selon toute évidence, être exprimées, être présentes dans le repli ectodermique. Grosse surprise, semble peut-être, finalement, si on se base sur l'expression de ces gènes 13, finalement, des cellules qui se trouvent dans ce repli ectodermique expriment un gène qui, normalement, chez nous, est exprimé dans le territoire présomptif des doigts. Alors évidemment, ce n'est pas une conclusion qu'on peut tirer de ce genre d'études, mais il existe dans le repli ectodermique des cellules qui expriment un gène qui jusqu'alors était vraiment un marqueur distal dans les membres chiridiens. Et donc pour essayer d'avoir une sorte de vérification, ou d'essayer d'aller plus loin ou plus profondément dans cette étude, le groupe de Shubin va se dire, voilà, essayons de voir ce qui se passe lorsque l'on va prendre des éléments génétiques de contrôle de l'expression de ces gènes dans les doigts, dans le membre chiridien, des enhancers, des séquences enhancers, et essayons de voir comment elles vont se comporter dans le membre ptérygien. Essayons de prendre une séquence d'ADN dont la fonction est de coder expression dans les doigts, expression distale dans le membre chiridien. Et regardons ce que cette séquence fabrique, si elle fait quelque chose, dans le membre ptérygien. Alors, laissez-moi, c'est la dernière expérience que je vais vous montrer aujourd'hui, elle est assez compliquée, donc je vais prendre mon temps. Laissez-moi vous rappeler ce que c'est qu'une séquence enhancer. Si ça vous intéresse, tout mon cours d'il y a 2 ans était basé là-dessus, sur le cours pendant la première année de pandémie, en fait, vous le retrouverez sur Internet. C'est en fait, alors c'est suite à un changement de paradigme qui s'est passé pendant ces dernières 25 années, je dirais. Il y a 25 ans, on pensait vraiment, on avait une vue qui était génocentrique, on pensait vraiment que le gène décidait de tout, avait tout ce qu'il fallait pour son contrôle, pour sa survie, etc. Et puis, au fil des ans, on s'est aperçu que pas du tout. En fait, un gène, c'est une unité qui fabrique de l'ARN, qui fabrique une protéine. D'un certain côté, c'est assez pédestrien, comme on dit en anglais. C'est pas très malin, finalement. C'est une séquence. Bon. Mais qu'est-ce qui fait que cette protéine, cet ARN est produite au bon moment et au bon endroit, dans la bonne cellule, juste où il faut, à la dose qu'il faut? Et ça, c'est en fait ce changement de paradigme où on s'est aperçu que finalement, quand vous regardez un gène ici qui est schématisé en noir, eh bien, ce gène est entouré de petites séquences d'ADN qui vont être responsables pour toutes ses fonctionnalités. C'est ce qu'on appelle des séquences enhancers. Alors, comment ça fonctionne? Je vous en parlerai de la 6e leçon. C'est assez compliqué, c'est simple et compliqué à la fois. Ce sont des séquences qui sont très spécifiques, donc qui vont recruter des protéines qui vont dans le noyau, des protéines qui vont se balader, qui vont trouver ces séquences d'ADN, et puis qui vont contacter le gène et qui vont allumer le gène.
Alors si vous regardez là, par exemple, vous avez en bleu des séquences qui sont spécifiques de la construction du tube neural. Ici du cerveau, ici des placodes, etc., etc. Donc il faut vous imaginer quelque chose c'est là où se trouve le changement de paradigme. Aujourd'hui, on considère qu'un gène qui a 25 fonctions différentes, par exemple le gène Hedgehog, qui est exprimé dans les membres, mais aussi dans le système nerveux, mais aussi dans les intestins, etc., eh bien, ce gène est en fait entouré de petites séquences d'ADN où c'est codé membres, cerveau, intestin, etc. Et puis ces séquences fonctionnent dans des cellules différentes à des temps différents. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que ce patient qui souffre d'achéropodia est vivant, parce qu'il y a eu une délétion, non pas du gène, mais de cette séquence de régulation. Ce n'est pas exactement une délétion, mais ça ressemble en fait. Et donc le gène fonctionne parfaitement, partout, c'est comme si on enlevait cette séquence, parfaitement partout, sauf dans l'endroit et au moment où cette séquence devrait conduire le gène à faire quelque chose. Ce sont des séquences enhancers. Alors, comment peut-on évaluer le potentiel d'une séquence enhancer? C'est très simple, ça se fait depuis 30 ans maintenant. Vous pouvez, voilà un gène ici, c'est un vrai, c'est le gène numéro 13, OXD13. Et puis, imaginons que vous avez deux séquences enhancers en amont de ce gène. Alors, il y en a un peu plus, ce n'est pas exactement la réalité, mais c'est pour schématiser. Vous en avez une séquence ici dont l'ordre est de dire organes génitaux externes. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de mécanique? Ça veut dire que cette séquence a un codage d'ADN, peut-être AA, GG, CT, CT, AA, CC, CT, TTG, qui va être reconnu par une protéine spécifique qui va déclencher l'expression dans les organes génitaux. Cette séquence-là, il y aura une autre, TT, AA, GG, TT, TT, CC, AA, qui va être reconnue par une autre protéine qui va déclencher l'expression dans les mains et dans les pieds. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, quand vous isolez cette séquence-là, ici, que vous la mettez en amont d'une petite séquence promoteur, une séquence promoteur, c'est une séquence qui est nécessaire pour démarrer le gène. C'est la porte d'entrée, si vous voulez. Donc, il faut en mettre une. Donc, vous mettez ici une séquence promoteur, puis derrière, vous mettez un gène qui code pour une protéine fluorescente. Puis vous prenez tout ça, c'est ce qu'on appelle un transgène. C'est pareil pour les plantes. C'est une souris OGM, en fait, que vous avez là, c'est un transgène. Eh bien, cette souris va maintenant exprimer cette fluorescence. Ça veut dire produire des ARN qui vont fabriquer une protéine qui est fluorescente. Donc, on va voir où ce gène fonctionne. Et ce gène, pourquoi il fonctionne? Eh bien, simplement parce qu'il a en amont cette séquence enhancer qui dit pied-main. D'accord? Si maintenant vous prenez cette séquence qui est juste à côté, et puis au lieu de mettre une fluorescence, vous mettez un lac Z, peu importe, eh bien maintenant vous allez avoir génital. Mais rien dans les pieds, rien dans les mains. Et ici, rien dans le génital. C'est extrêmement modulaire. Donc ces séquences enhancers fonctionnent de façon modulaire. D'accord? Donc c'est ce qui donne la spécificité d'expression dans le temps et dans l'espace à ces gènes. Alors maintenant, ces auteurs ils décident de prendre deux de ces séquences enhancers, une qui est en amont du gène OXA13 et dont la fonction est de dire distal, puisque souvenez-vous, le gène OXA13, chez nous, il est extrêmement distal. C'est une séquence qui a été isolée et étudiée par le laboratoire de Marie Kmita à Montréal et qui s'appelle E numéro 16. Et donc une séquence qui participe à l'expression du gène A13 dans la partie distale. Et puis la deuxième séquence qu'ils prennent, c'est une séquence qui s'appelle CNS65, qui a été isolée par Guillaume André quand il était dans mon laboratoire, et qui, elle, pousse l'expression du gène D11 dans cette partie proximale.
Donc, si vous voulez, ces auteurs prennent deux séquences, enhancer, une dans laquelle il est inscrit en termes d'ADN distal, et une dans laquelle il est inscrit en termes d'ADN proximal. Et la question est simple, si on fait des transgènes avec l'une ou avec l'autre, et qu'on les met dans le poisson, qu'est-ce qu'on va voir? Comment l'information distale est-elle traduite par un poisson? Comment l'information proximale est-elle traduite par le poisson? Si vous m'aviez demandé mon avis avant l'expérience, avant les résultats, j'aurais dit, mais au vu de l'expression, puisqu'on a le domaine 11 qui est identique au domaine 13, donc le domaine proximal qui est identique au domaine distal chez le poisson, on devrait avoir des résultats relativement identiques finalement. Ça devrait être pareil. Alors, les résultats, avant que je vous montre les résultats, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que ce système de transgène d'enhancer, il vous permet de voir où une séquence fonctionne. D'accord? Quand cette séquence s'arrête de fonctionner, il n'y a plus de fluorescence. Maintenant, vous pouvez combiner ce système avec un autre système qui vous permet de marquer les cellules. Parce que ce que vous aimeriez savoir, c'est à la fois où cette séquence fonctionne et aussi quelles sont les cellules filles qui vont dériver des cellules qui font fonctionner ces séquences. Donc d'avoir un système pour faire du traçage cellulaire. Et ce système, en fait, il est, encore une fois, extrêmement simple, mais assez compliqué. En fait, c'est un système qui repose sur deux piliers. Vous voulez un pilier qui touche à la spécificité et un pilier qui active. Et la façon dont ça fonctionne, c'est la façon suivante. Alors, ne regardez pas trop, parce que vous allez trouver ça compliqué, mais en fait, vous faites la chose suivante. Premièrement, vous fabriquez un poisson qui a un promoteur ubiquitaire. Qu'est-ce que c'est un promoteur ubiquitaire? C'est un promoteur que vous trouvez en amont des gènes les moins intéressants auxquels vous pouvez penser, des gènes qu'on appelle des gènes de ménage, qui fonctionnent dans toutes les cellules. Il y a des milliers de gènes comme ça, par exemple des enzymes qui sont utiles pour la mitose, enfin des trucs qui sont vraiment pas intéressants, enfin, très intéressants pour beaucoup de gens, mais pour de la biologie de développement qui ne sont pas vraiment intéressants, qui sont des gènes de cuisine finalement. Imaginez, une cellule a besoin de faire une membrane. Pour faire une membrane, il faut des protéines. Toutes les cellules vont avoir un gène qui va fabriquer des protéines tout le temps, partout. Donc c'est un gène ubiquitaire. Donc vous prenez un promoteur qui fonctionne tout le temps, partout. Voilà. Et puis, derrière ce promoteur, vous y mettez un gène de fluorescence. Donc, le poisson que vous allez produire, il sera tout jaune, partout, tout le temps. Sauf que, entre les deux, vous y mettez une séquence d'ADN qui est une séquence stop. Alors, passons les détails. C'est une séquence, quand elle est là, eh bien, le promoteur ne peut pas contrôler l'activité de ce gène parce qu'il y a quelque chose qui bloque entre les deux. D'accord? Donc, en fait, le poisson ne sera pas jaune du tout. Il sera un poisson parfaitement normal. OK? Alors maintenant, ça, c'est le système marqueur. Et il va falloir faire un système déclencheur. Alors, le système déclencheur, c'est quoi? Eh bien, vous mettez de part et d'autre de ce signal stop, ici, deux toutes petites séquences d'ADN qui sont reconnues par des ciseaux moléculaires. Ce n'est pas exactement des ciseaux, c'est une recombinase, si vous voulez. C'est une protéine qu'on appelle la recombinase CRE. Alors, ces sites, on les appelle des sites LOXP, peu importe, ce n'est pas très important. Mais quand ces sites, ici en rouge, voient de la recombinase, eh bien ces sites se recombinent et la partie qui est entre ces sites est délétée. D'accord? Donc c'est un peu l'équivalent de ciseaux, cette recombinase,
Ce n'est pas un ciseau au sens d'un CRISPR, par exemple, c'est une protéine qui va recombiner ces deux sites, et en recombinant, elle délète la partie qui est entre les deux, ici. Donc, si ce transgène ici voit de la recombinase, cette partie-là est enlevée, et le poisson devient tout jaune. D'accord? C'est assez simple, hein? Vous avez d'un côté un poisson, une sorte de poisson-ciseau, de l'autre côté un poisson qui a le potentiel d'être jaune mais qui n'est pas jaune parce qu'il a un bloqueur, puis si vous les mettez ensemble, ben, le ciseau enlève le bloqueur et vous avez du jaune. D'accord? Alors maintenant, ce bloqueur, ben, comment vous faites? Cette recombinase, vous la mettez derrière un promoteur et vous mettez un enhancer devant. Un enhancer qui va être spécifique, soit le E16 de la partie distale, soit le 65 de la partie proximale. Donc uniquement dans les cellules distales, quand vous utilisez ici le promoteur E16, uniquement dans les cellules distales, enfin uniquement quand cet enhancer fonctionne, vous allez produire de la recombinase. Ce poisson-là ne sera pas fluorescent, il n'a pas de fluorescence, hein, bien entendu, mais il produit de la recombinase partout où cette séquence fonctionne. Ce poisson-là, ben, il ne produit rien. Quand vous les croisez, vous allez avoir, dans un certain nombre de cas, un poisson qui aura hérité des deux transgènes. Ce poisson-là, il va avoir de la recombinase dans les cellules dont cet enhancer fonctionne. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper cette séquence et activer la fluorescence. Alors quel est l'intérêt de l'affaire? Ben, l'intérêt, il est très simple. C'est que vous voyez où cette séquence fonctionne au début, mais une fois que cette séquence est enlevée, vous ne pouvez plus la remettre. Donc toutes les cellules filles, toutes les cellules qui dérivent de ces cellules vont être fluorescentes. C'est aussi simple que ça. D'accord? Imaginez que vous fassiez cette réaction dans l'œuf. Eh bien, le poisson serait tout jaune. Il serait complètement fluorescent. Imaginez que vous fassiez cette réaction que dans une des deux cellules d'un embryon de deux cellules, vous auriez la moitié du poisson qui serait jaune. D'accord? Eh bien, en mettant un enhancer ici, vous pouvez décider que vous allez déclencher cette fluorescence dans toutes les cellules dans lesquelles cet enhancer fonctionne. Donc la question, elle est simple maintenant. Les cellules dans lesquelles cet enhancer A13, donc cet enhancer qui est censé être distal, fonctionner distal qui fonctionne de façon distale chez le membre chiridien, si on marque ces cellules, d'abord, quelles sont les cellules qui vont exprimer dans lesquelles cet enhancer va fonctionner? Et ensuite, où va-t-on retrouver ces cellules chez l'adulte? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Est-ce qu'elles vont rester dans le disque endochondral? Etc. D'accord? Donc c'est ça l'idée. Alors voilà, ça c'est le schéma avec, en fait, c'est pratiquement exactement ce que je vous ai présenté, sauf que le résultat, c'est la fabrication d'une fluorescence qui est un M cherry, donc qui est une fluorescence rouge. Alors, pour voir si le système fonctionne, ils vont commencer simplement par regarder les ARN de la recombinase. C'est-à-dire, ils veulent voir où cet enhancer fonctionne. D'accord? Simplement. Et pour ça, ben, il suffit de regarder où se trouvent des ARN de la recombinase. Il n'y a pas de fluorescence là, puisque vous n'avez pas l'autre. D'accord? Simplement, ça permet de voir si effectivement mon système fonctionne, si je produis de la recombinase. Donc, si je peux dès lors croiser ça avec l'autre système qui va révéler la fluorescence. Et en faisant ça, ils s'aperçoivent de la chose suivante. Donc, ils ont ici le poisson avec la recombinase qui est contrôlée par la séquence E16, donc la séquence distale dans le membre chiridien, hein, distale pour les doigts,
et puis là, la séquence proximale. Et vous voyez déjà une chose intéressante, c'est que ici, vous avez les petits bourgeons de la nageoire, et vous voyez qu'en fait, oui, la craie est produite, donc c'est bon, on peut y aller, on peut faire l'expérience. Vous voyez qu'en fait, ici, ça arrive avant ici. Ce qui est assez intéressant parce que, en fait, ça récapitule un peu la fonctionnalité de ces séquences dans le membre chiridien, où évidemment, la séquence proximale, eh bien, elle fonctionne avant la séquence distale. D'accord ? Donc, ils disent, voilà, peut-être que c'est indicatif de quelque chose. Mais disons, le résultat principal de cette première analyse, c'est qu'effectivement, ça fonctionne. Alors, vous voyez ici la tête et tout le cerveau, tout ça, c'est ce qu'on appelle un peu de trapping. En fait, ce n'est pas vraiment exprimé là-dedans. C'est des difficultés quand vous avez des structures qui ont des vésicules, donc des endroits vides, finalement, où il y a du liquide, de complètement nettoyer la sonde que vous mettez pour révéler, et donc vous avez des sortes de colorations de background ici. Voilà. Mais ça, c'est absolument clair, on voit dans les bourgeons des nageoires. À partir de ce moment-là, la décision est prise, ça marche, c'est OK, donc on va pouvoir déclencher la fluorescence avec le système de marquage des cellules. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, puisque vous avez ici le résultat, en tout cas un bon résumé du résultat. Alors ce que vous voyez là, c'est à 6 jours après fertilisation et à 20 jours après fertilisation. Donc là, on est vraiment dans une nageoire qui est déjà bien développée, hein, avec l'épidautriche, avec les deux squelettes. Vous voyez ici, là, vous avez ici le squelette endochondral. Ici, vous avez les lépidautriches. Et le résultat est que quand ils utilisent l'enhancer 65, donc l'enhancer qui est proximal dans le membre chiridien, celui qui contrôle le gène numéro 11, celui qui est nécessaire pour faire le radius et le cubitus. D'accord ? Eh bien, quand ils utilisent cet enhancer, vous voyez que la plupart des cellules rouges sont dans le disque endochondral, mais tout de même, vous avez quelques cellules ici, passablement à mon avis, qui se trouvent dans le squelette dermique, dans le repli ectodermique. D'accord ? Totalement inattendu, en fait. Vous voyez ici qu'à 20 jours après fertilisation, là, on a vraiment, il semble qu'on ait vraiment une concentration dans le disque endochondral. Ça, c'est normal, hein. Souvenez-vous, l'expression du gène numéro 11 est dans le disque endochondral. Donc, on s'attend à voir ces cellules rester, participer à la condensation, à la formation des radios, etc. Par contre, lorsqu'ils utilisent l'élément E16, donc qui, dans le membre chiridien, fait du distal, eh bien, regardez, la majorité des cellules se retrouvent dans le squelette dermique, dans les lépidautriches. Et vous avez quelques cellules ici, mais quand vous regardez un stade tardif, vous avez exactement le négatif de l'autre figure. Donc cette fois, vous avez pratiquement plus de cellules dans le disque endochondral, donc dans ce qui va devenir les radios, excusez-moi. Par contre, vous avez toutes ces cellules-là qui se trouvent dans ce qui va devenir les rayons du squelette dermique. Et donc la conclusion de cette étude, alors ils font encore une analyse, après je vous donne la conclusion, encore une analyse qui est de comparer, alors à un stade très tardif maintenant, de comparer le M-chéri. Alors faites bien attention, ça ne veut pas dire que ces cellules expriment la fluorescence. Je veux dire, ça ne veut pas dire que l'enhancer fonctionne dans ces cellules. Hein. Faites bien attention. Ça veut dire que ces cellules dérivent de cellules dans lesquelles une fois cet enhancer fonctionnait. C'est très différent. C'est le traçage, c'est le linéage cellulaire. Hein. C'est les cellules descendantes de cellules qui exprimaient cet enhancer, dans lesquelles cet enhancer était actif. Alors ce qu'ils vont faire, c'est simplement de regarder, de faire une colocalisation, ce qu'on appelle une colocalisation, avec un marqueur des ostéoblastes. Des ostéoblastes, donc des cellules qui, dans les rayons
donc dans les lépidotриches, donc le squelette dermique, vont ossifier les lépidotриches, justement, donc ces cellules qui sont des ostéoblastes. Et on sait que les ostéoblastes expriment un gène qui s'appelle ZNS numéro 5. Et donc, je vous passe la technique, mais en fait, ce qu'ils font, c'est simplement une double coloration, peu importe avec quoi. Vous voyez qu'il y a du jaune ici, ça veut dire que le rouge plus le vert, ça fait jaune. Cela veut dire que ces cellules qui, un jour, exprimaient, dans lesquelles, un jour, fonctionnait cet enhancer, cette séquence enhancer, se retrouvent dans des ostéoblastes, fabriquent des ostéoblastes qui fabriquent les lépidotриches. Donc, clairement, ces cellules qui expriment, je ne devrais pas dire ça, mais des cellules dans lesquelles une séquence de régulation qui normalement régule le gène numéro 13 fonctionne, se retrouve dans des ostéoblastes des lépidotриches. Donc il semble que vraiment, là, on est en dehors de ce qu'on attendait, c'est-à-dire que ces cellules, on s'attendait à ce qu'elles contribuent à la formation de l'endosquelette, comme chez le membre chiridien. Eh bien, il semble qu'une partie de ces cellules sont capables de migrer, même l'entièreté des cellules qui expriment dans lesquelles fonctionne cet enhancer, sont capables de migrer dans le squelette dermique. Dernière remarque que j'aimerais faire avant de terminer, c'est, souvenez-vous, la semaine passée, nous avons vu, et je vous le rappelais en début de cours, que les cellules qui migrent dans le squelette dermique viennent du compartiment somitique, du mésoderme somitique. Je vous ai montré encore une image avec une flèche pour montrer. Là, ce n'est pas le cas. Là, ces cellules rouges, on voit d'où elles partent. Elles partent du disque endochondral. Et tout ce que je vous ai montré comme expression du gène A13 chez le poisson, c'est toujours dans le disque endochondral, c'est dans la nageoire, ce n'est pas dans les somites. Alors, est-ce que c'est antagoniste des résultats que je vous ai présentés? Non, parce qu'on peut très bien avoir des cellules qui migrent à la fois du disque endochondral et des cellules qui migrent du compartiment somitique. Ce n'est pas parce qu'on voit des cellules qui migrent du compartiment somitique dans l'exosquelette qu'il ne devrait y avoir que ces cellules qui font l'exosquelette. On peut très bien imaginer que c'est un mélange de cellules et que les cellules qui expriment OXA13, en fait, massivement colonisent l'exosquelette pour faire les lépidotриches. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui et puis on continuera un peu sur ce système de marquage la semaine prochaine. Et je vous rappelle encore une fois, si vous êtes intéressé par ce colloque sur la fabrication d'embryons mammifères, n'hésitez pas à venir, c'est bien entendu toujours libre et ouvert. Je vous remercie.